donc sur le rôle des auteurs et la notion de peuple et de Pardon, j'aurais bien voulu assister hier, enfin plutôt le mercredi passé, poser la même question à Saïd. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion puisque je travaillais la nuit. S'il peut avoir aussi son avis, c'est mieux. Je pense qu'une œuvre littéraire, c'est déjà s'inscrire dans un projet personnel, quel que soit le degré de discrétion ou de réserve de l'écriture. La personne qui s'implique dans le livre qu'elle écrit, c'est-à-dire soit de façon explicite comme le fait Saïd ma phrase précise même, qui m'a dit il y a tout un ensemble de discours qui sont intégrés au corps de ces textes, et celui qui, d'une façon très subtile, le fait parce qu'il se dit je vais y aller doucement parce que je laisse les politiciens, les activistes, les militants dire les choses, et moi je vais travailler de façon très souterraine, je vais essayer d'inciter les gens à s'accepter, à s'aimer à travers l'œuvre que j'écris, à leur faire aimer, les faire rêver. Je pense que on peut se retrouver dans une notion sartrienne, c'est-à-dire l'écrivain, c'est celui qui est engagé. Orwell aussi le rappelle, celui qui défend un projet social, un projet politique, un projet culturel dans lequel lui se reconnaît et ceux qui le lisent vont se reconnaître, il dit que son œuvre a abouti. C'est la notion de l'engagement. Après, ce concept a été déconstruit, pour ne pas dire détruit, par les écritures qui ont suivi, mais je pense que quelle que soit la réserve d'un auteur, ses idées sont apparentes, et à partir du... Enfin, jusque-là, je n'ai pas lu d'écrivain kabyle qui s'exprime à l'encontre d'une certaine affirmation identitaire et linguistique. On connaît ceux qui prennent des distances, on connaît ceux qui prennent les pincettes, mais je n'ai pas lu d'écrivain qui ouvertement rejette toutes les propositions politiques qu'il y a autour, à moins qu'il n'ait pas le courage de le faire. Ça, je pense que c'est à eux de régler le problème avec eux-mêmes. De tout ce que j'ai lu, je pense avoir lu tout ce qui a été écrit là, voilà. Il y a quand même une sorte d'engagement subtil à partir du moment où j'ai écrit en français, j'ai écrit en kabyle. Pour ceux qui veulent consulter mes textes, ils sont aussi sur emiola.net et sur Facebook en diffusion publique. Je n'écris pas de la même façon en français et en kabyle. Je ne parle pas des thématiques, parce que les thématiques, ce sont des excuses pour écrire. Mais s'impliquer dans le texte, je pense que sur le plan identitaire, je m'implique beaucoup dans les textes que j'écris en kabyle. Et ce n'est pas tant que ça de l'affect, parce que des fois, c'est des réflexions, c'est des renvois et tout. On voit qu'il y a un projet dans le texte. Un projet, il y a un devenir. Ce devenir, on peut le lire que si on s'inscrit dans une émancipation future d'un peuple, d'une langue. Voilà. J'ai écrit un texte qui s'appelle Tovel. Voilà. Donc, si vous avez accès, je vous laisserai décrypter. J'ai fait référence, peut-être que Karina pourra nous en parler. Voilà, donc il y a beaucoup de références, et je pense que quand on écrit, on essaye de triturer un petit peu la personne qui lit, de la piquer, d'essayer de lui faire décrypter des choses. Je pense qu'il y a une sorte d'écriture sadique de beaucoup de ceux qui écrivent, c'est-à-dire d'imposer le décryptage. C'est aussi un jeu de cette écriture. Voilà, pour
pour le rôle des intellectuels. C'est ça la deuxième question, quel est le rôle? Je pense que l'expression ouverte, on voit maintenant dans le champ médiatique, que ce soit dans les journaux ou sur Internet, les vidéos qui circulent sur YouTube, quand elles sont assumées, beaucoup de gens s'expriment. Qu'ils soient pour un projet politique donné, de l'indépendance, de l'autonomie, de la du fédéralisme, peu importe. Je pense que ceux qui se sentent à même de s'exprimer, qui sont sûrs de maîtriser les concepts, parce qu'il y a un problème de familiarité avec les concepts. Il y a des choses qui sont liées à la culture politique. Notre parcours est le parcours de la Kabylie en matière de politique est très maigre en matière de conceptualisation. Les gens ont vécu le politique, mais on n'a pas trop eu l'occasion de le conceptualiser, de lui donner une image et de faire la différence. Les gens peuvent s'exprimer à la fois sur les partis, sur les H, sur le CB, des fois dans un amalgame, des fois, même si eux-mêmes, au fin fond d'eux-mêmes, ils comprennent que leur place est dans la Kabylie, leur place est dans un certain épanouissement, quel que soit le moyen, avec l'autonomie ou autre. Je ne vois pas plusieurs solutions. Ils se situent quand même dans leur texte. Ils donnent la parole à un personnage ou qu'ils écrivent uniquement dans un environnement purement kabyle, déterritorialisé. C'est quoi? En émigration à Québec, écrire sa kabilité à Québec, à Montréal ou à Paris, c'est aussi une façon de donner une profondeur à cette identité. Voilà. C'est très difficile de répondre à ce type de questions. Ça suppose que je vais parler à la place des autres. Je vous donne un peu une certaine vision de l'implication de l'auteur dans ce qu'il écrit. Voilà. Monsieur Avena, vous vouliez... Oui, non, après, c'est... concernant la néologie, etc. Oui. Il y a, chez ce que vous appelez les juristes, là, il y a un danger. J'ai lu une reproduction du texte de Boniface, qui est la deuxième édition, qui a été écrite par des jeunes. Évidemment, ils ont changé. Oui. D'accord. Alors, évidemment, le texte de Boniface, ils ont changé tous les mots anciens par des mots nouveaux. Donc, ça devient quelque chose. Mais ce n'est pas seulement ça que je c'est que le texte est truffé de poésie, particulièrement de Simon Hamel. Et ils se sont permis de changer des mots dans l'arabe, quelque chose comme ça, de Simon Hamel, en rajoutant des mots nouveaux. C'est très courant. Oui. Alors ça, c'est grave. C'est grave. Parce que, bon, qu'on puisse écrire soi-même selon la nouvelle néologie, selon la nouvelle façon d'écrire. C'est vrai que c'est un témoignage... Mais changer un poème de Simon Hamel en y mettant des mots que lui n'a pas dit, c'est quand même... c'est comme si maintenant on prenait des poèmes de Villon... Oui, on se donne la liberté de déformer. C'est une falsification du texte. C'est passible d'une sanction juridique. Voilà, la deuxième chose, c'est sur les mots etc. Oui. Le persan est truffé de mots arabes peut-être plus que le persan. C'est l'inverse. Et c'est le pays. C'est l'inverse. Hein? C'est l'inverse. Non, l'inverse existe aussi. C'est l'inverse. Il y a beaucoup de mots qui sont issus de l'islam. Je vais vous le démontrer tout de suite. Mais simplement, c'est un État qui est le plus stable, le plus ancien. Enfin, le plus stable, je ne sais n'a pas. aucun complexe vis-à-vis de ça. Il n'a aucun complexe vis-à-vis des mots qui sont venus d'ailleurs. Personnellement, oui, personnellement, je me dis quand j'écris, qu'est-ce que je peux prendre de l'arabe quand il me manque des mots? Il n'y a aucun complexe là-dessus. Seulement, on ne cherche pas assez. Moi, je dis aux jeunes, vous cherchez à construire des mots nouveaux parce que vous ne connaissez pas la langue. Voilà. Vous savez qu'il y a un jeune qui doit avoir un jeune à 30 ans. Il m'a dit, ça, c'est un archaïsme. C'est très grave. Ça démontre le degré de déperdition du kabyle. J'ai utilisé un mot que ma mère m'a transmis
et il est traité par quelqu'un d'une génération plus tard d'archaïsme, parce qu'il ne connaît pas la langue. C'est ça le danger. Donc, connaissez, maîtrisez déjà le répertoire qui existe, essayez d'aller vers le sens et de ne pas faire la différence entre il a et il l'a. Je pense que c'est très grave. Wikilen et Wigilen, je pense que ça, c'est un degré de déperdition assez flagrant. Voilà. Je voulais rebondir sur le Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Mohamed à propos de la critique. Alors, moi, ce qui me l'a calculé, c'est de déception en déception. J'ai eu entre les mains certains livres qui sont bons, d'autres un peu moins, mais le problème que se soulève justement de Mohamed, c'est un problème très important, c'est la critique. Avec les Français, l'économie de critique, c'est bien il y a un foisonnement incroyable. Il y aura de tout sur les tables, dans les bibliothèques, etc. Et quand on passe devant, quand un livre passe entre les mains d'un Jérôme Garcin de Libé, j'espère quand si cet écrivain-là en prend pour sa poire, il n'écrira plus jamais. Pourquoi? Parce que la critique est intransigeante, c'est l'exigence de quelque chose de correct. Ce qui m'inquiète le plus, c'est parce qu'on est dans une langue, on travaille dans une langue qui est opprimée, qui sort de beaucoup d'années d'oubli, de relégation, etc., qu'on va se permettre d'écrire tout et n'importe quoi. Alors, il y a la première chose, je prends un livre, je ne cite pas le nom, c'est un jeune, il fait partie de la 3e génération, il le dédie à Mohamed Bachir. Alors bon, je n'ai pas l'habitude de parler quand les gens ne sont pas là, mais j'aurais voulu savoir, est-ce que c'était un ancien qui a écrit les Sbrélis, non, il a défendu, enfin, je ne sais pas. Moi, les articles que j'ai lus, c'était l'impérialisme américain pendant le mouvement 80, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en 80, c'était dû à l'impérialisme américain. Voilà son article de 1980. Donc je passe. C'est probablement, on peut appeler une critique de forme. La deuxième, Youn Neron, fait partie, je crois, de la 3e génération. Et il écrit bien, il a un style qui m'a plu le plus. Mais c'est du prosélytisme. Il y a trop d'islam. Ah non. C'est-à-dire, c'est une littérature orientée. Moi, je ne veux pas que ce livre tombe entre les mains de mon fils ou ma fille. Non. C'est-à-dire, donc, je reviens à cette idée. Est-ce que parce que nous étions dans un conditionnement tel, c'est-à-dire la répression, la langue qui n'a pas de nom, les emprisonnements des militants, etc., donc des moments difficiles, et que là, maintenant, on va se mettre à écrire, et parce qu'il n'y a pas de critique. Moi, je suppose que l'université peut se prévaloir de ça, d'un organe de critique, c'est-à-dire ça qui va, c'est comme ça qu'on va essayer d'ailleurs de l'avant, et de faire quelque chose dans la qualité, c'est-à-dire quelque chose, pas seulement qui plaira, mais qui respectera certaines normes littéraires. Et j'ai toujours cette habitude de dire, mais il faut qu'on arrête de se comparer à la France, à l'Occident. On va se comparer pour l'instant au Burkina Faso, on va dire des pays qui sont proches sur le plan du cadre mental. Le cadre mental, c'est quoi? Moi, sincèrement, je ne suis pas sûr. Mais la une conférence d'Élysée Missouri, la critique littéraire de l'œuvre de Mouloud. Est-ce qu'il va sortir indemne de vous dites Kafnas, trop vache? Pourquoi? Parce qu'on a touché à quelque chose qu'on a mythifié, qu'on a sacralisé. Donc on sort de la littérature. On est dans l'émotion. Ah non, non, lui, tu ne touches pas. Hein. À lui, c'est Mamri, tu ne touches pas. C'est une discussion que j'ai eue avec Elie Douaret il y a à peu près une semaine. Alors donc, il faut
il faut travailler. Donc les lectures amènent la possibilité d'écrire. Et c'est à partir des lectures qu'on progresse, qu'on prend exemple, etc., etc. Pour l'instant, je dirais que le bilan est vraiment, pour moi, c'est très très mitigé sur le plan de la qualité. Alors là, je termine rapidement. Ça, on peut distinguer par rapport à tous les livres qu'on nous a montrés ici, là. Il y a de très beaux livres, de très belle littérature. Et si on cherche derrière, c'est que c'est des gens qui ont écrit ça. Derrière, il y a un bagage, il y a un background. D'accord ? Il y a un background. C'est des gens calés qui ont écrit. Je peux me citer Ildewas, que j'ai toujours adoré, et c'est un livre de chevet, etc. Bon. Mais c'est des gens qui ont écrit. Ceux qui sortent un petit peu du lot, c'est des gens universitaires, c'est des gens qui respectent certaines normes, certaines règles. On n'écrit pas n'importe quoi. Et il y a une autre partie là-bas. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas, je n'arrive pas à me réjouir de ce foisonnement très très dense d'une littérature qui probablement, pour beaucoup, ne sera sans lendemain. Hein. Voilà, c'est juste des remarques par rapport à ce qui est actuellement. Je crois qu'il faut qu'on recentre, il faut qu'il y ait un organe de critique. La critique, c'est bien de critiquer pour savoir où nous en sommes et où on va aller. Et puis, mais les critiques d'Ionas Keynes, Mathias à côté d'un truc. Dans la littérature sacrée est là. C'est pour ça qu'il y a la France de Lumière, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit, beaucoup de gens qui ont peint, beaucoup de gens qui ont fait. Donc on va faire comme eux, parce qu'il y a eu quelque chose qui a balisé. Hein, donc voilà. En fait, juste rapidement, après je vous passe le mot, Saïd. Malgré la différence de propos, une fallait aussi c'est-à-dire vous avez focalisé un peu le positionnement de celui qui écrit. Enfin, qui j'essaie de théoriser les interventions et de les rediscuter. En fait, est-ce que, comme on est une identité en construction, devenir en construction, on se dit que l'écriture peut-être pourrait baliser ce combat, ce parcours. Dernier, l'écueil, le piège, c'est aussi l'autocensure, inciter celui qui écrit à l'autocensure. Par hasard un livre ouvrira à dire aller sur un texte islamiste qui fait l'apologie du régime. Je ne veux pas. Voilà. Donc c'est juste, justement sur les approches didactiques. Aussi le temslate, c'est كتابي. Est-ce que Rawali Saïd ou بعد دورنا؟ صغر السجون c'est-à-dire ce qui touche à la littérature. Il n'y avait pas d'écrit, c'est l'oralité. Donc, chez tous les peuples, l'Iliade et l'Odyssée, Homère, c'était des poèmes chantés. Le plus vieux texte de l'humanité, c'est l'épopée de Gilgamesh, c'est un texte oral. Ce n'est que par la suite qu'on les a fixés par écrit. La notion d'écriture existe chez les Berbères. C'est vrai, ils n'ont pas produit de texte littéraire épinard narcissique. Mais la notion de texte, d'écriture existe. D'accord ? Le premier roman, si l'on peut le considérer ainsi, est écrit par un Berbère. C'est Apulée, l'histoire d'amour et psyché. Voilà. C'est-à-dire, on est sorti de l'épopée, on est dans le roman. Quoique la notion de roman, on la réserve à ce genre divin avec la langue romane au XVe siècle, avec la naissance de la bourgeoisie, c'est-à-dire donc avec la féodalité, pour ce qui est européen. Mais toujours il y a toujours ce rapport ambigu entre l'écrit. On sait qu'il y a l'écrit. Et il y aura لكن المكتوب وكان كتب معي سكيت من قلة قد تروي ستنص وتسمى ذاك ينيورا وياكين يقولن دينا تميزو سوفوني أمي نعم سمح ندوب حل c'est le plus important le premier point c'est qu'il تتجرى سفرو والله هذه الهوم هذه نذيك الورايات وين سلسلة ذات يارو وراسي فارو ولا ندير الفهم يا غراس
لا ثيرة لا القراية. Donc cette notion existe. هذا هو دار فرحات إلى repris un texte من السيد المحروق وين كنا ندوث يدون كان ديق جاني انسي تسويد نسترثي تفوق تقول نيثرا إذ السنون روث إذ السنون كان إذا مر من با يشبح وسفرون با يشبح نثير عايت ما نقول لك أي هضرة قضايلي سويني شهوان شبيث نغزيك ويهدر يسوى يغسورة ذي الكغو نعم هذا هنا يونس أشفكا ثمرات ثمرات c'est un terme qu'on partage avec l'hébreu avec Tawrat le livre Torah et tout c'est le message. Donc vous voyez il y a cette notion d'écriture on le retrouve presque chez tous les chanteurs même à l'Amran l'année passée Tserour Fizlafi. D'accord. Donc il y a toujours ce rapport ambigu à l'écrit donc Fira elle est toujours présente. Faites attention à ce que vous écoutez, vous allez voir que c'est là. Il y a eu une littérature qui n'est pas orale, qui est médiatisée. C'est le 78 tours, le 47, le 33, c'est la cassette. Et tout, il faut savoir que donc il y a un travail qui a été fait par Bourdieu et tout. Par exemple, c'est quand il n'y avait pas les femmes kabyles ne savaient pas écrire, ils utilisaient la cassette comme moyen véhiculaire. C'est analysé en 1978 et c'est publié dans les actes, dans les revues de sociologie. Main d'ordre, finalement, l'engagement, quoi, c'est un concept. Il est difficile à manipuler, c'est-à-dire même dans Jean-Paul Sartre, dans le petit livre Qu'est-ce que la littérature, il y a une remise en cause de cette notion d'engagement parce que comme Julien Benda, en 1929, dans le livre La trahison d'éclat, il faut que l'intellectuel s'engage, oui, s'engage, mais pour quelle cause? Mais Mikhail Bakhtin, c'est le plus important. C'est un russe, il a écrit l'esthétique du roman, 1929. Malheureusement, ça n'a été traduit en français qu'en 1975. Donc, El Rachin ignorait tout ce qu'il a apporté dans sa théorie. Il pose 3 conditions pour écrire. La première, c'est de maîtriser la langue. ولاش دي ونيونيك زمانات يعني تولى داروا الجابوني الجابوني وليسين راه الجابوني tandis qu'ils enverront au japonais. Donc d'abord maîtriser la langue والسين غير هذا شو التثليك وزمانات الرئيس. Second, maîtriser ce qu'est la littérature. وزمانات أسينا خماس فروم السنة شو تسفر وزمانات دينا تمشات والسنة شو تمشات. Donc on fait dans la mimésis. Donc, l'oral d'un Platon, mimésis, donc, et la troisième, c'est la plus importante, c'est qui nous fait la notion d'engagement, c'est la motivation. Ou bien qu'elle soit personnelle, sociale, politique, de quel corps qu'elle soit, il faut être motivé pour écrire. Pour dénoncer les régimes, قد ما على ونفكى على اكزومبل مونتسكيو والزميرات يوثاكا كان المجلد لا ترى بيرسون إذا متسيني فارسيا وسن دار فرنسا تميارون في براسي قال الشيخ أجلد تمور كي قرصت بدي مخرج الخدم en fait à travers l'échange c'est une critique mais sa motivation c'est de défendre une idée de séparation du pouvoir et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire dans l'esprit des lois. Voilà, donc, il faut dire que actuellement, c'est vrai, il y a des difficultés. J'ai un article sur Internet sur les conditions de production, mais les conditions de diffusion sont les plus difficiles. Alors là, la consécration, n'en parlons pas. C'est-à-dire, on s'en va, le prix concours, le prix Pulitzer, je ne sais pas, les prix internationalement reconnus. Et c'est des difficultés
Ils sont d'abord d'ordre économique pour partager la vie de Polyte Galon-Père en 1973. Ils sont avant tout d'ordre économique. On n'a pas de moyens pour une diffusion, pour la traduction. Il y a peu d'auteurs kabyles modernes qui sont traduits. La première, c'est une nouvelle Lamar Misdem. C'est Fertigienne. Vous voyez, mieux que ça, les conditions de production sont difficiles. Pour publier le livre de Linda Koudash, il a fallu courir. La maison d'édition n'avait pas de moyens, il a fallu demander à un entrepreneur en bâtiment pour financer. Justement, tout à l'heure, j'ai parlé de culture politique, il y a la culture éditoriale, la maîtrise de l'institution. C'est ça. Est-ce que l'écrivain, celui qui écrit, connaît la propriété intellectuelle? Des Français, le dernier des écrivains, il sait les choses, la propriété intellectuelle, mais il y aura à l'éditeur. Quand il va voir un éditeur, il sait qu'il a des droits et qu'il peut en discuter et qu'il y a des textes qui le protégeront et qu'il pourra signer chez un éditeur. Est-ce que c'est ça, s'approprier l'institution de la chaîne éditoriale et toute cette culture juridique, hein? Même si eux ne peuvent pas s'en occuper, on peut faire appel. Est-ce que c'est aussi l'existence des métiers? On est dans des pays en développement, même si leur langue elle n'est pas minorée. Par exemple, dans toute l'Algérie, est-ce qu'il y a des bureaux qui conseillent, qui peuvent être consultants pour le métier éditorial? C'est aussi s'approprier ces choses-là. Donc, c'est pas uniquement lié à la connaissance de la théorie de la littérature, mais c'est aussi l'appropriation de ce système. Alors, il y a une petite expérience qu'on avait faite ici au Zouk, c'était avec mes étudiants. Donc, moi, bon, on est au Qatarien normalement, mais ils ne sont pas tous publiés. Hein. Le Qatarien n'est pas publié du tout. Aïd Hamlat, il a publié des extraits dans une revue, mais après, il a publié tout le roman dans ses îles. Donc, c'était un atelier d'écriture pour les étudiants. Donc, ils ont lu Maupassant, Mérimée et tout, et surtout, les étudiants, programme terminal, Erud Soulis, écrit une nouvelle. C'est l'année où on a fait mal à tout oui. Est-ce qu'il y a une manière de se faire? C'est une contradiction. Demander à un élève de faire un travail que tu n'as même pas su faire. Donc on a fait un atelier d'écriture. Figurez-vous qu'on s'est retrouvé à la fin de la première année à plus d'une centaine de nouvelles. Là on a publié 14 numéros de la revue. C'est Mouzarati et Mazertoura. Oh, la plupart d'ailleurs ont réussi dans leurs étudiants, sont des enseignants vieilles, vous à l'université, sans compter celles qui sont pas. La plupart c'est chichine, comme par hasard. Je pense que cette notion de prescription, demander aux élèves d'écrire une nouvelle fantastique, d'écrire un truc, la réforme des manuels scolaires, ils ont fait comme faisaient l'arabe et le français, c'est-à-dire une typologie des textes. Ça a enseigné le texte argumentatif, le texte exhortatif, et on se retrouve avec des prescriptions identiques pour le berbère. Seulement, le berbère n'a pas une longue expérience dans l'enseignement, ne dispose pas d'une large écriture littéraire modèle de laquelle peuvent s'inspirer les élèves, que ni leurs parents, ni les profs eux-mêmes, comme tu l'as dit, n'ont étudié. Donc c'est aussi lié à la maturation du travail sur la langue et de son enseignement. Alors, pour parler des élèves, un élément que je voulais citer tout à l'heure, mais comme il y a beaucoup, même si je n'ai pas tout ramené, même ici, c'est très difficile de toucher à tous les titres. Oui, l'écriture à caractère ludique, éducatif, pédagogique. Il y a quand même des gens qu'il faut citer. Je cite Akili Kebaili, Akili Azwaou, qui vit en Allemagne, et qui a écrit, introduit par Kamal Leitzarad, et qui a écrit de très jolis textes à exploiter avec les enfants. Si vous avez des enfants et qui apprennent dans le kabyle aussi, je vous incite à le faire. C'est un très beau travail. Je pense aussi, même si ce n'est pas un travail littéraire, c'est le travail de Mouchette, Fadma Amazi, qui a publié une méthode de kabyle de poche à 6000. Elle a adapté, avec Mohamed Lounassi, un ensemble de comptines françaises
Elle dit, voilà, les enfants kabyles dans l'émigration connaissent les musiques de ces chansons à l'école. Elle disait qu'elle voulait les transmettre en kabyle pour à la fois garder l'enfant dans l'ambiance bien française de la musique des comptines, mais aussi pour leur transmettre la langue. Mais la plus grande adaptation qu'elle a fait, qui a été très très bien reçue, c'est l'adaptation de la chanson d'Edith Piaf, qui n'est pas pour les enfants, mais qui touche la foule, Rachir. C'est une chanson qui a eu un énorme succès. Et c'est aussi un travail d'écriture que Fatma effectue dans ce sens. Voilà. Donc le ludique, tout ce qui est destiné aux enfants, a aussi attiré l'attention de beaucoup, même si c'est un travail très très difficile, parce que arriver à transmettre, à faire dire des mots, à faire dire des expressions, à transmettre un code culturel à un enfant en émigration, c'est pas une tâche facile. Et ceux qui s'essayent ne sont pas en contexte local, ils sont en contexte migratoire, c'est-à-dire en Allemagne et en France. Oui. Il faudrait poser une question. On peut continuer. Est-ce qu'il y a des travaux ou bien une recherche qui a été faite sur le lectorat, c'est-à-dire le lectorat kabyle? Est-ce que ce sont toujours c'est un lectorat militant, puisque les gens qui achètent le livre ou bien qui lisent, c'est un acte militant? Et aussi, est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits sur les élèves qui ont suivi les cours de kabyle? Par exemple, ce que j'ai fait moi comme petite étude sur le fichier, j'ai relevé qu'il n'y a que 4% d'élèves qui ouvrent droit à l'apprentissage de leur langue maternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4%. C'est comme si, par exemple, une hirondelle peut faire le printemps. Mais on nous fait juste voir que de pouvoir prendre en charge cette langue, alors qu'on ne donne que à 4%. C'est-à-dire le reste des 96%, ils n'ont pas de... Les seuls qui peuvent nous renseigner vraiment, faire un travail d'approche, un travail de sondage, un travail d'enquête de terrain, il faut les profs d'université, qui peuvent demander ça aux étudiants, c'est les libraires. Personnellement, je me rappelle les livres quand on avait des livres entre les mains et que des amis écrivains nous demandaient de les aider à vendre ces livres-là, on allait voir des libraires et pour écouler les numéros et récupérer l'argent de façon très artisanale, villageoise. Ils nous disaient, voilà, les gens qui viennent acheter, ils regardent même pas le titre, ils étaient tellement contents de voir un livre de kabyle sur les étals, ils le prennent. Après, il y a le petit pourcentage de gens curieux, mais c'est pas énorme. Mais il n'y a aucun document rendu public, ou à moins qu'il y ait des travaux de recherche universitaires que nous ne connaissons pas. Et voilà. Voilà, toujours encore des questions de visibilité du public, des modes de production. Maintenant, il y a le web, les réseaux sociaux qui sont un canal incontournable et peut-être même plus porteur. C'est la chance que peut saisir la littérature berbère en général, parce que nos frères marocains, ils sont dans la même démarche, différemment. Je viens de récupérer, de passer à Nora un livre d'un chef écrit en latin. Ils sont à peu près dans les mêmes débats avec des